Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Dans une vidéo précédente, je vous parlais de la fabrication des premières légendes maçonniques. J'évoquais alors les constitutions d'Anderson. En réalité, Anderson n'a bien évidemment pas écrit son mythe de fondation tout seul, et pas en une fois. Dans l'histoire officielle, les représentants des 4 loges fondatrices étaient censés s'être ainsi réunis à l'auberge L'Oie et le Grill, The Goose and Gridiron. Ces loges se réunissaient à la Goose and Gridiron Ale House, à la Crown Ale House, à Parker's Lane, près de Drury Lane, à la taverne de l'Apple Tree, dans Charles Street, quartier de Covent Garden, et à la taverne des Rummer and Grapes, à Chanel Row, quartier de Westminster. Chaque loge étant alors représentée par des objets nommant la taverne ou la Ale House. Exemple, un pommier pour la taverne de l'Apple Tree. Vous trouvez ainsi, d'une certaine manière, l'origine des noms des loges au XVIIIe siècle dans la région de Londres. Cette réunion est censée donc avoir eu lieu dans une petite pièce, une salle de taverne en somme, petite taverne sur plusieurs étages, où la première réunion des 4 loges légendaires est censée avoir eu lieu au premier étage. Notons d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, le premier étage français se nomme second floor, puisque le rez-de-chaussée là-bas est le ground floor, que les Américains nomment first floor. Facile. Bref, au premier étage français. Alors, imaginons, nous sommes en 1721, les frères de la Nouvelle Grande Loge de Londres et de Westminster doivent ancrer leur loge dans le futur. Ils doivent écrire des constitutions. Quelle pourrait être la conversation que Jean-Théophile Desaguliers et James Anderson pourraient avoir? Et si nous demandions l'aide d'Étienne Armand, auteur de l'ouvrage 1717, nous tenons loge ce soir, le chapelain de la loge Saint-Paul? C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9 h. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Ceci est une œuvre de fiction. Août 1721, au cœur d'une petite taverne londonienne. Mon très cher frère Anderson, vous êtes-vous penché sur l'aspect historique? Il nous faut une base solide pour asseoir notre toute nouvelle maçonnerie. Maintenant que par mes soins, le duc de Montagu en est devenu le grand maître. Mon très cher frère Desaguliers, en bon généalogiste qui se respecte, j'ai pu dégager quelques filiations qui sauront, je pense, vous plaire. J'ai débuté la chronologie de nos constitutions par Adam. Adam? Rien de moins. L'idée séduisante, débutée par la naissance du monde, voilà qui pourra rendre compte de notre haute antiquité. Rien de tel pour balayer cette image de club futile qui pourrait nous être préjudiciable. Il y a de fait à Londres des clubs licencieux qui se font appeler loges et qui comportent un rituel de réception. Il ne faudrait pas les confondre avec nos cérémonies. Revenons-en à notre premier maçon, Adam. Mais votre idée est des plus ingénieuses. Nous en faisons, par son antériorité, le premier roi dans la droite ligne de notre régime monarchique, le seul admissible par le Très-Haut, il s'entend. Sans perdre de vue qu'Adam est également la première représentation de notre Christ. J'y ai bien évidemment songé. Les concordances coulent de source. Jésus meurt en effet à l'endroit précis où Adam est enterré, sur le Golgotha. Et il est mis à mort un vendredi, le jour même où Adam fut créé. De plus, en nous emparant de notre premier ancêtre, nous pouvons, par un subtil glissement, introduire en une méthode des arts mécaniques, actuellement en vogue parmi nos savants, et valoriser ainsi cette noble science émergente. Ces arts mécaniques ne contribuent-ils pas à la production et au développement de nos richesses par le biais d'innovations techniques, dont nous, Anglais, sommes les devanciers? Comment marquer ce lien?
Il suffira pour ce faire d'établir un rapprochement entre sciences libérales et architecture dévolue à notre premier homme, avec nos sciences fondées par la Royal Society. Il faudra également nous soucier de son illustre descendance, en la personne de Noé, maçon authentique, qui bâtit son arche, dont il serait aisé de prouver que jamais ouvrage d'architecture ne fut plus géométrique, ni plus durable. Qui plus est, cette admirable architecture fait lien avec notre temple de Salomon, dont l'arche est un modèle. Sans oublier que cet art maritime, initié par Noé, rejoint admirablement le développement de notre Royal Navy. Grâce soit rendue à notre patriarche qui nous désigne le chemin des mers en nous implantant aux Amériques et en nous affermissant dans les Indes lointaines. J'ai pensé présenter notre premier homme de cette manière. Adam, notre ancêtre à tous, créé à l'image de Dieu. Attendez, nous devons trouver une évocation qui nous soit propre. Une évocation qui nous éloigne des églises, dont les diversités de vues entraînent des conflits meurtriers qui nous ont ensanglantés. Alors que notre société vise à être le centre de l'union, en privilégiant la tolérance mutuelle. Pourquoi pas le grand horloger de la terre et du ciel? Non, ça sont des cartes à plein nez. Inutile de donner du grain à moudre aux partisans de ce mécaniste qui voit en l'homme un animal sans âme. Voyons, avez-vous lu l'Épître aux lecteurs de Philibert Delorme, daté de 1567? Il s'y cache une terminologie qui pourrait bien nous convenir en la circonstance. Notre architecte de la Renaissance établit un lien entre les 7 composants d'un édifice et les 7 planètes, et désigne son concepteur. Écrivez, Adam, créé par Dieu, le grand architecte de l'univers. Et que voilà une terminologie bien choisie et qui nous sied parfaitement. C'est cela, nous y sommes. Que n'y avais-je songé? La réforme protestante nous l'a relaté cependant en toutes lettres. Calvin, dans son commentaire du psaume 19 de la Bible, n'en fait-il pas explicitement état? L'antique Cicéron nous désignait déjà l'habitant du monde céleste comme étant l'architecte d'un si grand ouvrage. Il nous est loisible d'y adjoindre le dramaturge Christopher Marlowe qui, dans sa pièce Édouard II, écrite en 1590, parle du grand architecte du ciel. Ayons une pensée conséquente pour mon ami John Locke, qui dans ses écrits considérera Dieu architecte sage. Cette terminologie contenue dans la désignation grand architecte de l'univers a très directement à l'art de bâtir. Nous nous départirons ainsi des maçons de métier, qui assimilent la maçonnerie à la seule géométrie, sans qu'ils n'en fassent part comme étant une science. Quant au terme univers, présent dans notre toute nouvelle évocation, nous pouvons y voir une émanation des travaux de notre maître à tous, celui qui est monté sur les épaules des géants et a ouvert le monde à l'univers tout entier. J'ai cité Isaac Newton. Notre franche maçonnerie deviendra ainsi universelle, des frères égaux entre eux, répartis sur tout le globe. Qu'est-ce que vous nous avez ensuite mitonné de bon, mon très cher James? J'ai poursuivi en retraçant la marche de la franc-maçonnerie à travers l'Ancien Testament et ses prestigieuses constructions, telles la tour de Babel, le temple de Salomon, les jardins suspendus de Babylone. On ne peut mieux. Nos loges ne se trouvent-elles pas sur le chantier d'un édifice sacré à construire? Sur le parvis de notre incontournable temple de Salomon, il est vrai. Prêchons pour notre chapelle. Faisons-en un temple protestant. À tisser les différents religieux. Vous n'y songez pas sérieusement. Il nous faut à contrario réunir ce qui est départ. Laissons chacun son opinion particulière. Obligeons les maçons à seulement suivre la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Elle consiste à être bon, sincère, modeste et gens d'honneur, par quelque dénomination ou croyance particulière qu'on puisse être distingué. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à acheter le livre d'Étienne Armand. 1717, nous tenons loge ce soir le chapelain de la loge Saint-Paul. Je vous mets un lien dans la description.
Vous pouvez aussi, pour me soutenir et m'encourager, faire un don à ma cagnotte Tipeee ou à ma cagnotte Utip. Ça me fera très plaisir et ça me permettra de garder le plus haut niveau de motivation pour continuer à vous préparer des vidéos qui, un jour peut-être, seront de qualité.